Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Benoît Paré, donc aujourd'hui votre hôte sur la chaîne francophone de Neutrality Studies et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, le colonel, Jacques Hoggard. Alors le colonel Hoggard est, quelqu'un qui, de par son grade, était évidemment un militaire, mais qui ensuite comment dire? A décidé d'écrire sur ses expériences, sur les théâtres d'opération, auxquels il a, participé. Et j'ai trouvé, enfin, qu'il était intéressant d'avoir son avis sur tout un tas de sujets d'actualité. Et pour commencer, bah, je voudrais proposer au colonel Legard, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, de vous présenter. Colonel Legard, la parole est à vous. Alors, cher Benoît Paré, bonjour. Merci d'abord de cette invitation, qui permet de concrétiser, un lien qui était inéluctable à un moment donné, je pense. Alors moi je suis, né en décembre 55, c'est-à-dire que j'ai passé le cap vénérable des 70 ans, en décembre dernier. Donc je m'approche un peu tranquillement, doucement et j'espère le plus tard possible de ma de mon dernier saut, comme on dit chez les parachutistes, hein. Mais avec, un appétit pour la vie et pour, les combats qui nous honorent en fait, qui ne se dément pas. Je suis issu d'une famille de militaires. Heu, Mon père m'a beaucoup marqué parce que c'était un officier, assez extraordinaire, extrêmement complet, je veux dire, à la fois doué, d'intelligence supérieure et d'un cœur, gros comme ça, si vous voyez ce que je veux dire, et qui a fait, Saint-Cyr en 39, qui en est sorti second, qui a été prisonnier en 40, après des durs combats sur la Somme, qui s'est évadé 3 fois, qui a été repris, qui s'est finalement, fait interner à Colditz, avant d'être libéré, par les Alliés, à la fin de la guerre. Aussitôt volontaire pour l'Indochine où il est parti, donc le temps d'épouser ma mère et de lancer le premier enfant de la famille, de la fratrie, qui est ma sœur aînée, aujourd'hui hélas décédée. Et mon père a fait 3 séjours en Indochine où il s'est passionné en fait, il n'a pas voulu, rejoindre les unités parachutistes, les unités d'intervention. Il s'est passionné pour les unités, autochtones, donc après avoir servi, il était dans l'infanterie de troupe de marine à l'époque, infanterie coloniale, comme on l'appelait alors, et il a, fait un premier séjour dans un régiment d'infanterie de marine, au Tonkin, et puis, il a basculé, comme, commandant de compagnie, de chasseurs laotiens, puis, commandant de bataillon et chef d'état-major de l'armée royale khmer, chez chasseurs cambodgiens. Il a été très marqué par tout ça et il est devenu un des théoriciens, praticiens de ce qu'on a appelé la guerre révolutionnaire et qu'on appellerait aujourd'hui la contre, insurrection, si vous voulez. Ensuite l'Algérie, dans la foulée, pratiquement après l'école de guerre dont il est sorti major. L'Algérie comme chef de corps, les événements, d'avril 61 qui lui ont coûté, le déroulement normal de la suite de sa carrière. Il s'est engagé en fait dans le putsch, mais sans effet majeur parce que le putsch était déjà mort-né pratiquement. Il a eu ensuite une carrière ralentie, relancée un peu par les événements de 68 et qui s'est terminée, en 73 comme général de brigade, alors qu'à mon avis, il avait un autre, potentiel au départ. Ce père m'a beaucoup marqué et en particulier pour le Kosovo, qui a été, mon aventure, pas ma première aventure, mais ma première aventure sur le sol européen, si je puis dire, dans les Balkans, en 1999-98-99, heu et qui m'a amené, si vous voulez, à quitter l'armée, en fin d'année, 99, début d'année 2000. Alors on y reviendra probablement, mais j'ai fait ensuite, et c'était un déchirement pour moi parce que l'armée française, c'était ma famille. Vous la connaissez? Quand on y est, admis, je dirais pas aimé, ce serait prétentieux, mais au moins reconnu, on quitte une famille dans laquelle on a beaucoup d'amis, beaucoup de frères d'armes, et ça a été un déchirement pour moi, mais j'avais pas d'autre solution. J'ai fait ensuite une carrière d'entrepreneur civil, pratiquement,
après deux, trois essais dans des sociétés où j'étais pas vraiment à mon aise, j'ai créé ma société en 2004 et l'aventure vient de se terminer l'an dernier, après 25 ans j'allais dire de vie civile, d'entreprise Mmh. passionnant et voilà. Et donc, je me suis toujours intéressé à la géopolitique, je me suis toujours intéressé aux événements du monde, relations internationales et ce qui m'a amené à un moment donné à vouloir consigner, par écrit ce que j'avais vécu dans l'armée française. J'en ai fait un gros bouquin qui a fait rire un grand éditeur qui me dit: «Ça n'intéressera personne, laissez tomber». Mmh. Mais dans lequel il y avait un chapitre, Kosovo et un chapitre, Rwanda. Et c'est ce qui m'a permis, au gré des circonstances qui sont arrivées, par la suite, d'en faire 2 petits livres. Un sur le Rwanda, le premier en Mmh. 2005, réédité en 2016, revu et complété, et un, sur le Kosovo, la Serbie, en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, ça c'est ma 1re étape. Il était nécessaire que j'écrive ce que j'avais vraiment ressenti dans ces 2 temps très forts de ma vie militaire. Voilà pour me présenter rapidement, je suis marié, j'ai 6 enfants, dont un fils, officier qui est lieutenant-colonel aujourd'hui. Et j'ai 5 filles derrière, heu et une douzaine de petits-enfants, pour commencer. C'est pas forcément terminé. Voilà, pour me D'accord. présenter rapidement. D'accord, ben, merci pour cette introduction et je connaissais pas, bon, l'histoire de votre père, donc merci pour ces détails. Moi, je voulais aussi citer une anecdote, heu, pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on aurait pu se rencontrer plus tôt, voire beaucoup plus tôt, puisque l'année dernière, en fait, la première interview que j'ai pu faire moi-même en tant qu'invité, c'était avec, Éric Vérag de la chaîne, Oui, Le Courrier des Stratèges. Et oui, pourquoi Éric Vérag m'avait invité? C'est parce que, à l'époque, donc j'avais, pris contact avec Éric Denessé, le regretté Éric Denessé, oui. et ce dernier avait décidé de me soutenir auprès de tous ses contacts, dans les médias alternatifs et voire les quelques-uns qu'il avait encore dans les médias, de mainstream ou de grand chemin comme on dit. Et qui a Et fait le la premier à préface de avoir votre livre. pardon? Et qui a fait la préface de votre livre, Il n'a Éric pas fait la Denessé. préface, disons qu'il a le message qu'il a adressé à tous ses contacts, Oui, c pour promouvoir mon livre, je me suis oui, permis de reprendre les quelques lignes qu'il a écrit pour le mettre en oui. préface de mon livre. Voilà, C'est une heu, préface, en fait, de mais fait, ça de revient à une facto. préface. C'est quelques Oui, lignes, oui, mais bon, il a écrit ça malheureusement, peu de temps avant sa mort. oui. Mais disons que voilà, il a écrit ça à tous ses contacts et le premier qui a réagi, c'est, Éric, Vérag, donc à qui je rends hommage aujourd'hui pour, bah, m'avoir, proposé cette invitation, la première. Et à l'issue de notre, de l'interview qu'il a faite de moi, à l'époque, je savais qu'il faisait des formats avec vous et Éric Denessé. Et il m'avait dit: «Voilà, j'aimerais vous inviter la prochaine fois avec Éric Denessé et le colonel Hogard. Est-ce que vous acceptez?» Ah, je lui avais dit: «Ah bah oui, très bien, moi je trouve ça très bien, tout à fait, pas de problème». Et le problème, c'est que bon, moins d'un mois après, on sait qu'Éric Denessé est mort et Éric Vérag a laissé tomber son idée, il a un peu laissé tomber son média et donc l'idée n'a jamais vu le jour. Et voilà, je voulais juste citer cette petite anecdote C'est pour dire qu'on dommage, aurait pu se retrouver, vous et moi, bien avant. et autour d'Éric, qui est une grande figure, c'était un ami, pas un ami proche, malheureusement parce que c'est la vie, mais c'était un ami, on était en contact et on échangeait, beaucoup. Il m'a d'ailleurs aidé d'une certaine manière à faire mon livre sur, l'Ukraine, par l'apport de ses connaissances et de ses documentations, et on peut lui rendre hommage parce que c'est un grand Français, un Tout grand à fait. patriote. Mmh. Voilà. Comme Et il j'ai dit à faudra son bien qu'il père, faut, oui, ouais, pardon, j'ai dit à son père, parce que j'ai pris contact avec lui, que le jour où on nommera des écoles et des rues au nom d'Éric Denessé, ce jour-là, la France aura retrouvé sa souveraineté. Voilà. c'est Voilà. juste, c'est juste. Mmh. Je souscris. Oui, oui. Très Bah, bien, on oui, est d'accord je sur le suis fond et en effet, j'étais curieux de savoir quel était votre rapport avec Éric Denessé. Vous l'avez connu, plus longtemps que moi.
j'ai connu Ouais. l'année où je quittais l'armée, si vous voulez, en 2000, Mmh. définitivement, parce que j'ai fait un stage à ce moment-là pour essayer d'apprendre ce que c'était qu'une entreprise civile à laquelle je connaissais Oui. rien, au centre de perfectionnement aux affaires, qui est devenu après l'exécutif MBA d'HEC, et c'était doublé d'un stage en entreprise. Et j'ai fait ce stage à l'époque chez Aérospatiale Matra Missile. Ouais, je ne changeais pas vraiment de domaine, encore que c'était pas vraiment ma spécialité dans l'armée, mais Mmh. et c'est comme ça que je l'ai connu parce qu'il était très ami avec un de mon tuteur en fait en stage, l'homme qui Mmh. s'occupait de moi, mon coach, si vous voulez, au sein de l'entreprise, avec qui j'avais sympathisé et qui m'a fait rencontrer Éric Denessé. Alors on est resté en relation, mais épisodique, et puis on s'est vraiment retrouvés sur cette affaire de l'Ukraine, voilà, Mmh. depuis le début, de l'année 2022. Voilà, où d'emblée, on a partagé les mêmes analyses et les mêmes convictions et les mêmes combats pour la vérité, en fait, parce que c'est de ça dont il Mmh. s'agit. Voilà. D'accord. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, donc, rendons-lui hommage une fois de plus, puisque c'est un grand Français, un grand homme qui nous a quittés trop tôt, malheureusement. Mais bon, on espère que la postérité lui saura lui rendre hommage. Oui. Donc pour revenir à vous, moi je vous ai découvert, en fait en 2014 quand vous avez publié votre ouvrage sur, votre expérience au Kosovo. Donc l'ouvrage qui s'appelle, «L'Europe est morte L'Europe est pour morte de Pristina». Pristina. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, vous avez écrit ce livre et quel était votre message principal? Alors ce livre, bien sûr, ce livre vient, en deuxième position dans mes parutions, si je puis dire, dans mes publications. Il vient après mon ouvrage sur le Rwanda. Le Rwanda, je l'ai fait avec un éditeur qui s'appelle, Hugues de Saint-Vincent, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était devenu un ami, qui a créé la maison d'édition Hugo, qui était pas là son coup d'essai, d'ailleurs il en avait créé une auparavant, et qui m'avait été présenté par, Paul Amar, si mes souvenirs sont exacts, il y a maintenant pas mal Journaliste de d'années. France Télévisions. Mmh. Voilà, exactement, Mmh. pour, parce il m'avait entendu parler du Rwanda sur sa chaîne et avait été, étonné de mon discours. Et il m'avait dit: «Ça vaut la peine d'en faire un livre témoignage, et je vais vous trouver un éditeur», et il m'avait présenté à Hugues de Saint-Vincent. On a fait ce livre sur le Rwanda, on y reviendra après, mais il y en avait un autre qui me tenait à cœur, c'était le Kosovo, Mmh. puisque c'était le déclencheur, qui m'avait amené finalement à quitter l'armée, en fin 2000, fin 99, début 2000, et ce livre sur le Kosovo, j'y tenais beaucoup, parce que, d'ailleurs ça s transparaît si on lit cet ouvrage. C'est là que j'ai ouvert les yeux vraiment sur la manipulation que représente, l'Alliance atlantique aujourd'hui, n'a Mmh. pas toujours été le cas, hein, la manipulation et la désinformation, au nom de laquelle, on a, porté le fer, sur, ce qui restait de l'ex-Yougoslavie, abîmée par pratiquement 10 ans de guerre à l'époque, un peu moins, mais déjà en très mauvais état, et on a achevé finalement le coup de poignard final dans le dos de la Serbie. Mmh. Et ça m'a révolté parce que dans ma famille, moi mon grand-père était officier aussi, hein, ma grand-mère, son épouse, avait un frère qui était, jeune officier, qui avait été tué sur le front d'Orient, en 1917, et je connaissais cette histoire par cœur, et chez Mmh. mes grands-parents, mon grand-père qui était général à la retraite depuis, les années 48 ou 49, me disait, «Tu sais, la Serbie, c'est la petite sœur de la France. C'est notre ami, le plus fidèle, le plus solide, le plus, et dont le nombre de tués, bat tous les records en 1914-1918. C'est, voilà, et Mmh. continuité en 1939-45 évidemment, contre un Mmh. ennemi commun, à chaque fois,
et finalement pour les mêmes causes et les mêmes valeurs de liberté et d'indépendance et de souveraineté. Alors j'avais ça en tête et c'est vrai que je vous ai parlé de mon père en introduction, mais quand j'ai rejoint le commandement des opérations spéciales, heu, j'ignorais que c'était ma fin de carrière finalement qui se profilait, mais j'étais très heureux de rejoindre le commandement des opérations spéciales qui correspondait à un type d'emploi qui m'intéressait beaucoup, de petites équipes, engagées avec des combattants d'élite, bien armés, bien équipés, pour obtenir des effets stratégiques, dans la profondeur. Ça m'intéressait énormément. Moi qui avais fait ma carrière d'officier parachutiste à la Légion, j'y voyais comme une espèce de cerise sur le gâteau, si vous voulez, si vous me permettez cette expression. Et quand j'ai été désigné au COS à l'époque, ce qui était, très intéressant, c'est que quand il y avait une crise, il y avait un officier supérieur qui était désigné pour suivre cette crise dès le démarrage, en termes de renseignement, d'information, voire de planification, voire de projection éventuelle sur le terrain, et c'est ce qui s'est passé pour moi, quand j'ai été désigné, officier de marque sur le Kosovo en septembre 98. Donc j'ai suivi toute la montée en puissance, tout le dérapage, si je puis dire, de cette crise, que je voyais avec des yeux, très atlantistes, hein, c'est normal, je baignais Mmh. dedans, si vous voulez. Et quand j'ai été désigné pour, commander le groupement, interarmé des forces spéciales qui était projeté sur le terrain, à partir de janvier 99, dans le but d'une opération, Mmh. militaire contre la Serbie, c'est évident. Je m'en suis ouvert à mon père. J'ai eu une longue conversation avec lui. Je raconte ça dans mon livre et il m'explique pourquoi, heu, il y a une amitié très forte entre la France et la Serbie, une amitié ancienne et historique, et il me dit en conclusion, «Alors si tu vas là-bas, tu feras preuve de discernement, après tout ce que je t'ai dit. Tu rempliras ta mission, mais tu feras preuve de discernement dans les conditions d'exécution de ta mission». Alors, j'étais pas très emballé et je lui ai dit, «Ben, dans ces conditions, je vais me débrouiller pour me faire, affecter à un autre, théâtre». Moi, j'avais une carrière beaucoup plus africaine que Centre-Europe, si vous voulez, ou qu'Europe balkanique ou il me dit: «Ah non, 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 dans la famille, on triche pas. Si on est désigné pour une mission, on la prend et on s'en débrouille». Bon, bah, il m'a pas dit: «On s'en démerde», mais c'est ce que ça voulait dire. Mmh. Et il m'a dit: «Tu feras au mieux et tu auras, après tout ce qu'on s'est dit, tu auras une capacité que n'aura pas nécessairement l'officier qui te remplacerait automatiquement si tu n'y allais pas, c'est-à-dire le discernement. Donc tu vas y aller, puis tu vas faire de ton mieux», et puis voilà. Et mon père était gravement malade à ce moment-là, il était en fin de vie, il se battait contre un cancer qui finalement l'a emporté le 12 juillet, 99, pardon, 12 juillet 99. Et moi j'étais rentré le 8 juillet 99, du théâtre, après, les aventures que j'ai consignées dans ce petit livre. Donc ce livre est très important pour moi Mmh. parce que j'y vois une continuité, familiale, si vous voulez, entre mon grand-oncle, tué sur le front de Salonique, en 1917, ce que mes grands-parents m'avaient appris, ce que mon père m'a dit de cette amitié, franco-serbe, et des liens que j'ai noués sur le terrain et des situations auxquelles j'ai été confronté et de ce que j'ai pu voir, et il fallait que je donne mon témoignage en quelque sorte. Comme vous l'avez fait sur l'Ukraine, il fallait que je le fasse moi sur la Serbie et sur le Kosovo, voilà. Et donc j'ai essayé de consigner ça dans ce petit livre, dont certains m'ont dit, il gagnerait à être, augmenté. Oui, pourquoi pas un jour d'ailleurs, si l'éditeur est d'accord. Mais, je voulais vraiment jeter sur le papier, tout ce que j'avais d'essentiel à dire. Et le titre a été choisi vraiment, «L'Europe est morte à Pristina», en réaction indignée, révoltée aux déclarations de Bernard Kouchner, qui venait de dire quand il était promu, proconsul du Kosovo, «L'Europe est née à Pristina». Eh bien non, je pense exactement le contraire et je voulais l'écrire, voilà.
Ce petit livre est un grand livre, m'a dit, l'ambassadeur, Dusan Batagović, qui est malheureusement décédé lui aussi, qui était un universitaire, un historien serbe bien connu et qui était un peu plus tard ambassadeur de Serbie en France, où nous bon, occasion de laquelle nous sommes devenus amis. Voilà, petit livre qui est un grand livre. Ce témoignage m'a touché parce que c'est la genèse de ce livre où, j'essaie de décrire, mes sentiments et les réactions qui sont celles d'un officier français qui découvre tout d'un coup que l'Alliance Atlantique, qu'il avait appris à connaître tout petit, quand mon père était en Algérie dans les années au début des années 60, j'avais 5-6 ans, j'allais jouer avec une de mes sœurs dans un square, qui tangente, ce qui est aujourd'hui l'université, la fac Dauphine, si vous voulez, à Paris, Mmh. qui était à l'époque le quartier général de l'OTAN. Alors je me Mmh. souviens de tous ces drapeaux, ça me fascinait, tous ces drapeaux, qui incarnaient à l'époque le monde libre face, Mmh. au monde soviétique entre pour être tout à fait direct et voilà que, tout ça s'est effrité, progressivement dans mon esprit, dans mon cerveau, avec évidemment la chute, du mur de Berlin, avec l'effondrement de l'URSS, la naissance d'une nouvelle fédération de Russie qui, à mon avis, n'a rien à voir avec l'URSS et la dissolution du pacte de Varsovie qui n'avait plus de raison d'être. Cette ouverture à l'Ouest, inconsidérée peut-être et provoquée nécessairement par l'OTAN, bras armé des États-Unis d'Amérique. Et j'ai découvert tout ça au fil du temps. Pas en une fois, si vous voulez. Les premiers ébranlements, mes certitudes, c'est le Rwanda, 94, où je découvre qu'en fait, nos meilleurs ennemis, c'est les Américains, heu, Mmh. qui œuvrent en fait, contre, l'image de la France, contre le rayonnement de la France, contre, la souveraineté française. Alors bien des années après, j'ai lu, l'excellent livre, par exemple, d'Éric Branca, heu «L'ami américain», Mmh. qu'il faut absolument lire pour comprendre la genèse de toute cette, affaire. Mais oui, aujourd'hui, on peut pas dire que je sois très, pro-atlantiste. Au contraire, je pense que cette alliance, initialement vouée à la défensive, à la protection de ce qu'on appelait autrefois l'Occident, ou le monde libre, est devenu une, machine offensive qui vise à établir l'impérium, l'hégémonie américaine, sur le monde et qui ne résiste à rien pour y parvenir. Voilà. Donc en résumé, ce livre pour moi, «L'Europe est morte à Prishina» et vous avez raison de commencer par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus éclatant en fait, comme question. Mais, pour moi c'est fondateur, c'est-à-dire que pour moi c'est une bascule. Je comprends à ce moment-là que les cartes sont, pipées, qu'elles sont manipulées, et que nous Français, heu, nous sommes aveuglés et nous sommes prisonniers d'un système qui aujourd'hui s'incarne très bien à travers l'Union européenne, ou l'OTAN, ou les 2 et c'est d'ailleurs la même chose pratiquement, les 2 faces d'une même pièce, comme l'a dit, Jens, Stoltenberg, le précédent, secrétaire général de l'OTAN et donc on voit bien que, le plus urgent, pour nous, Français, c'est d'ouvrir les yeux, courageusement, heu, je dirais pacifiquement, mais sans, faux semblant, sans échappatoire, devant cette situation qui nous est imposée et qui est une espèce de forme de dictature, aujourd'hui. Et on le voit bien, dans ce qui se passe, avec l'Ukraine et les réactions du pouvoir aujourd'hui, face à l'Ukraine, face, à cette épouvantable tragédie qui a été voulue, planifiée, conçue, déclenchée par l'Occident. C'est triste à dire pour quelqu'un qui, comme moi, était un fervent défenseur de l'Occident, du monde libre, quand j'étais, jeune. Voilà. Mmh. Donc c'est une vraie, c'est un vrai, comment dirais-je?
c'est un peu un chemin de croix d'une certaine manière, parce que vous remettez en cause beaucoup de choses. Mais j'ai eu la joie, si vous voulez, la de conforter, cette découverte et cette opinion avec quelqu'un que j'estimais énormément, qui était mon père, en fait, et Mmh. qui lui, avait mené une carrière d'officier exemplaire au service de la France. J'ai beaucoup d'officiers dans ma famille, j'ai beaucoup de résistants aussi, et non des moindres, puisque j'ai un oncle qui est mort en camp de concentration à Neuengamme, heu, quelques jours avant la libération du camp par les Alliés. J'ai, un oncle qui est compagnon de la Libération, qui a bien donné lui aussi. Ça, c'est ma famille, c'est mes tripes, Mmh. c'est mon ADN. Alors, il y a une chose que je supporte pas, c'est les collabos, et Dieu sait si on est environné de Mmh. collabos aujourd'hui, Mmh. voilà. Mais ça amène à être courageux et à faire des choix et à oser dire, les cho la chose comme vous les dites, cher Benoît Paré, ou comme je l'ai dit. Comme on essaye de le dire, à nos compatriotes qui veulent bien, ouvrir les yeux et reconnaître l'honnêteté de notre voix. Voilà. Je rebondis sur l'expression collabo parce que bon, quand on suit les réseaux sociaux, on voit que c'est une accusation en fait que les vrais collabos retournent contre nous. Est-ce que ce sont les Oui, collabos du pouvoir, supranational, via l'Union européenne ou via l'OTAN? Ces gens-là qui nous oui, accusent nous de pas, d'être contre ce pouvoir supranational, ils nous accusent nous d'être les collabos. Alors que, voilà. bah, Oui, pourtant c'est une être inversion. collabo, c'est collaborer avec le pouvoir, hein. Donc Oui, nous ne c'est une collaborons pas avec inversion. le pouvoir, hein, c'est une inversion, voilà, une inversion sémantique, tout C'est à une fait. inversion totale de Ouais, l'histoire, voilà. C'est une, ouais. déformation, flagrante, de l'histoire. Chef On accusatoire on comme on dit, hein, collabore, c'est mais l'expression un ça peu à la mode. n'impressionne Ouais, personne et ça ne trompe ouais. personne. Mmh. Oui. Ouais. Alors pour revenir à votre livre sur le Kosovo, en fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors pas tout, on va pas refaire le livre, mais peut-être une ou 2 anecdotes, marquantes, Oui. qui pour vous ont participé à votre bascule pendant cette expérience du Kosovo? Alors, bon, pour être honnête, j'étais un petit peu préparé parce que mon père m'avait mis en garde. Donc j'étais, averti, si vous voulez, j'étais sensible à la au contexte un petit peu, délicat, pour ne pas dire explosif, de cette opération. Mais j'ai été très vite mis dans le bain parce qu'on a été déployés, par étapes, hein, on est parti de Kumanovo, dans le nord de la Macédoine, qui était la base arrière de l'OTAN, en fait, et moi, je suis parti avec mes éléments en précurseur, si vous voulez. Il y avait une brigade française qui était composée à partir de la 2e brigade blindée, commandée par mon cousin, Bruno Kusch, hem et qui venait derrière avec des éléments lourds. Mais moi, ma mission était vraiment, comme patron du groupement, des forces spéciales, de rentrer au Kosovo, par étapes. On a marqué un premier arrêt à Gnilane, dans le sud du Kosovo, puis passage par Pristina, et puis projection dans le nord du Kosovo, qui était la zone définie, à la France, donc la zone de Kosovska Mitrovica, cette pointe qui rentre dans la Serbie, centrale, Zibin Potok, et cetera, et hem et je me suis donc propulsé sur place, avec des éléments routiers qui sont partis en reconnaissance. Je me suis propulsé sur place en hélicoptère, avec, j'avais 5 hélicoptères, à ma disposition. J'ai été accueilli à Mitrovica par mon élément précurseur qui était arrivé par la route et par les autorités serbes qui étaient encore en place et qui m'ont réservé un accueil, chaleureux, et en même temps, sans illusion. Pourquoi chaleureux? Parce que j'avais eu des discussions, quelques jours auparavant, heu, sur la frontière, pour définir les conditions d'entrée de la brigade française, au Kosovo. Ça s'était passé de manière un peu fraîche au départ, et que j'avais expliqué aux officiers serbes avec qui j'avais affaire que je ne venais pas en ennemi, mais que je venais en soldat chargé d'appliquer, la politique de son pays, quoi que je puisse en penser, et que dans cette configuration, j'avais à définir avec eux un calendrier et des itinéraires sur la carte pour, permettre le déploiement sans heurts de la brigade française. Et que je ne venais tellement pas en ennemi que je me souvenais parfaitement
parce qu'on s'en souvenait dans ma famille, d'avoir quelque part dans les mêmes collines, dans la poussière de ce pays, le corps d'un proche qui était mon grand-oncle, tué au combat, dont on n'avait jamais retrouvé le corps. Et j'avais senti que ça les marquait. Et quand je suis arrivé à Mitrovica, le téléphone, alors pas le téléphone arabe, mais le téléphone, le téléphone serbe avait fonctionné et ils étaient déjà tous au courant de ce que j'avais dit à General Jankovic au poste frontière entre la Serbie et la Macédoine, entre le Serbie, frontière Kosovo et Macédoine. Et, et ça s'est passé, ça s'est bien passé. Donc j'ai eu tout de suite des contacts, mais j'avais aussi à prendre contact avec l'UCK, la rébellion terroriste albanaise, et ça m'a amené à dédier un officier, un lieutenant-colonel qui était mon adjoint renseignement, à ce poste. Il s'est remarquablement tiré de cette mission qui était difficile, parce que il avait les mêmes sentiments que moi sur les gens que nous rencontrions et qui faisaient penser à des bandits de grand chemin ou à des mafieux trafiquants de toutes sortes, plutôt qu'à des combattants, hein. D'héroïques résistants, comme avait osé le dire Bernard Kouchner. Et la première anecdote, c'est on venait à peine de s'installer dans Kosovska Mitrovica, dans une maison qui correspondait à l'effectif de mon groupement, bien placé, côté sud de l'Ibar, donc en zone albanaise, mais non loin de la cathédrale orthodoxe de la ville, et où j'avais la possibilité de pouvoir rentrer et sortir assez facilement, de poser mes hélicos pas loin, enfin. Et le premier soir, je vois arriver une religieuse, petite femme de petite taille, mais faite de conviction et d'énergie, qui m'interpelle parce qu'elle voit le drapeau français qui est sur le fronton de ce petit bâtiment et dit: «Il y a des Français à Mitrovica». Je reviens de Pristina où j'ai rencontré l'état-major britannique qui m'a éconduit. Je venais appeler au secours pour un monastère qui est le monastère de Devic, dans la Drenica, à 40 kilomètres à peu près de Mitrovica. La Drenica, c'est le fief historique de l'UCK, hein, des familles Jachari et autres. Et elle me dit, nous sommes sans nouvelles de ce monastère depuis 3 jours et 3 nuits. Moi, je suis la supérieure du monastère de Sokolica, au nord de Mitrovica. Je suis très inquiète pour mes sœurs religieuses de Devic. Elles sont accompagnées, il y a un prêtre qui est sur place, qui venait leur célébrer la liturgie, etc. Faites quelque chose, faites quelque chose. Alors je dis: «Bien sûr, je vais faire quelque chose. C'est pas ma mission». Alors je voulais surtout pas lui dire que je commandais des forces spéciales, qui travaillaient par équipe de 6 et j'en avais pas 50. On était en tout 130 ou 140 à l'époque, hein, y compris les équipages d'hélicos. Et je lui dis: «Mais il est la nuit vient, c'est le soir, il vaut mieux qu'on prépare ça bien et qu'on fasse ça demain matin à l'aube». Alors elle me dit: «OK», et puis elle me dit: Je viendrai avec vous». Je dis: «Pas de problème», et le lendemain, elle est venue avec un prêtre avec lequel je suis toujours en relation, le père Radivoje Panic. Cette religieuse s'appelait Mère Macaria, elle est malheureusement morte il y a 3-4 ans maintenant, mais je pense souvent à elle, et comme je suis chrétien, je prie pour elle. Je suis catholique, mais les orthodoxes sont mes frères, hein, j'ai pas de problème avec ça. Et elle y va, elle s'insère dans mon convoi. J'envoie 2 équipes, si vous voulez, 2 fois 6, 12, hein. Une équipe du commando Hubert et une équipe, commando marine Hubert et une équipe du 1er PMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne, pardon, qui sont les forces spéciales, hein, et qui se rendent sur les lieux et qui trouvent le monastère, dans un état épouvantable, victime, d'une occupation, par les soi-disant forces spéciales de l'UCK pendant quelques jours, qui ont pillé le monastère, qui ont maltraité les religieuses, je passe sur les détails, qui ont même ravagé le lieu de culte, la chapelle du monastère, fracassé la tombe, la pierre tombale d'un saint très important pour
non seulement d'ailleurs pour les Serbes, mais aussi pour les musulmans de la région. Les femmes musulmanes venaient en pèlerinage se recueillir sur la tombe de ce saint qui avait la réputation de favoriser les naissances chez des femmes considérées comme non fertiles, etc. Et le patron de l'élément, qui était un maître principal, donc si vous voulez un major, faut que vous êtes familiarisé avec les grades, mais ceux de la marine, me dit: «Mais c'est, je suis convaincu qu'ils vont revenir», à la radio. Il me dit: «Ils n'ont pas fini le travail, ils ont encore des choses à apprendre, à voler et vont revenir». Alors j'ai dit: «Bah, écoute, tu mets en place un dispositif d'interception, et s'ils reviennent, sommation évidemment, il s'agit d'essayer de les prendre, et de les désarmer et puis on verra ce qu'on fait après, mais de faire ça de manière la plus pacifique possible. Mais si, tu es, attaqué ou si enfin il y a tu es en légitime défense et tu fais ce que tu as à faire». Et je mets en alerte un hélico armé, pour, à proximité immédiate pour pouvoir intervenir au besoin. Et effectivement, quelques heures après, les terroristes, parce que je suis obligé de les appeler des terroristes, de l'UCK reviennent, hem et re n'obtempèrent évidemment pas aux sommations qui leur sont faites de se rendre et de déposer les armes et engagent le feu. Donc mes 2 équipes ripostent, et les gens du CK fuient, avec morts et blessés. Mon hélicoptère passe en rafale par derrière parce qu'il y a à peu près 3 kilomètres entre le monastère, et la route, c'est 3 kilomètres de piste, hein, et voilà. Et le lendemain, j'ai évidemment une protestation, monumentale de l'UCK par l'intermédiaire de mon adjoint chargé du contact permanent avec, les chefs locaux du CK. Et je leur dis: «Bah, écoutez, c'est comme ça, chaque fois que vous vous en prendrez, aux faibles, aux civils, aux 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 populations, qui n'ont rien à voir avec, vos objectifs, bien, vous aurez la même réponse de notre part. C'est très clair. Je ne suis pas là pour, alors ça a fait évidemment, un peu alors d'abord, j'ai eu un contact avec, Paris parce que le général Cos, le général Salin, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'estimais beaucoup, m'a dit: «Bon, Olga, vous êtes rentré dans le vif du sujet là». Je dis: «Oui, mon général, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Refuser, à cette religieuse d'aller voir ce qui se passait dans ce monastère?» Et alors je prends ce monastère sous ma protection. Le SEMA, qui est notre général Kelch et qui est quelqu'un aussi pour qui j'ai beaucoup d'estime, heu, m'a dit: «Vous y allez pas avec le petit dos de la cuillère», mais j'ai dit: «Mon général, j'ai fait qu'appliquer, heu ce que j'ai appris dans ma famille et dans nos écoles militaires». Donc il me dit: «Mais il y a pas de reproche, mais maintenant, bon, falloir faire avec, hein, évidemment». Voilà. Et donc ça, c'est 1re anecdote. C on rentrait de plein pied, si vous voulez, dans la réalité, hem kosovare. En fait, dans cette manipulation, l'UCK, j'ai découvert sa nature, très vite, si vous voulez. J'ai compris qu'on avait affaire à des voyous, à des bandits. Il faut pas oublier jusqu'en 96, l'UCK était sur la liste des organisations terroristes, définies par les États-Unis d'Amérique. Étrangement, en 97, elle n'y était plus et elle devenait même, un proxy, un allié, vous voyez? Donc ça, c'est une 1re anecdote. J'en ai d'autres. Une 2e anecdote, c'est quelques jours plus tard, Est-ce que je peux me permettre oui, juste une petite oui, interruption, je vous en plus prie. suite à cette première anecdote? Oui, C'est que c'est intéressant ce que vous venez de dire sur les États-Unis parce que moi, je trouve que j'avais un collègue dans la mission de l'USE en Ukraine, qui lui-même était oui, déployé en Macédoine du Nord à cette période-là, juste avant. Et en fait, une de ses tâches, c'était de monitorer le passage de la frontière entre la Macédoine du Nord et le Kosovo. Et d'après lui, il était affirmatif. Il m'a dit qu'il y avait des paramilitaires américains qui franchissaient régulièrement la frontière de la Macédoine vers le Kosovo, avec des armes, à partir de oui. 97. Oui, mais si vous voulez, ce que j'ai découvert, vous avez raison de souligner cet aspect. On
on dit pas toujours tout ce qu'on a à dire, au cours de Ouais. ces entretiens qui sont forcément un peu rapides, mais moi j'ai rencontré des officiers français, du service action de la DGSE, qui m'ont appris qu'ils étaient, sur place, en face, côté UCK, qu'ils avaient aidé. En même temps que nos amis américains ou nos meilleurs amis britanniques ou que nos meilleurs amis allemands, qui aidaient l'UCK, comme nous aidons aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes et leurs bataillons Mmh. néo-nazis en Ukraine. Voilà, et oui, nous avons fait ça, hélas. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que moi, officier français chargé d'une mission officielle, en uniforme, appartenant au COS, mais le COS n'est pas une unité clandestine, je n'étais absolument pas au courant que j'avais des camarades, officiers de l'armée française, de l'autre côté, avec ces salopards, parce que ce sont des salopards qui Ça ont ça, tué, vous n'avez pas violé. parlé dans votre livre? Si, j'en J'ai pas parle. de Alors non, souvenir. j'en parle pas dans mon livre parce qu'au moment où je l'ai écrit, je Ouais. ne savais pas tout ça. D'accord, donc Je c'est ne savais d'accord, pas, vous l'avez c'est dit pour après. ça. Mmh. C'est pour ça qu'une 2e édition un jour serait probablement Mmh. intéressante, un peu grossie et complétée, parce que j'ai appris des choses depuis, bien sûr. Mais non, j'en parle pas exactement comme ça, mais par contre, je dis dans mon livre que je constate tout de suite que nos «camarades de combat» entre guillemets, nos frères d'armes, des forces spéciales britanniques, du 22e SAS, sont en face de nous, aident l'UCK, heu et en particulier dans le secteur qui est dévolu à la France, ce qui est proprement Mmh. scandaleux, si vous voulez, et je Oui, ça, je découvre m'en ça souviens bien, sur ouais. le terrain. Mmh. Et Mmh. ça je le dis et je l'écris parce que c'est quand même, énorme, énorme, Mmh. et c'est ce qui me vaut, un 2e alors un incident, en est un 2e exemple, si vous voulez, à vous citer, c'est, ce convoi de réfugiés serbes, de plusieurs centaines de personnes sur des juchés, sur des petites, sur des tracteurs, des remorques, des petites, Lada, vous savez, des petites voitures, pas Lada, je cherche le nom, la petite voiture yougoslave de l'époque là, qui ressemblait un peu au Fiat 500 là, heu, qui quittent la zone de Peć, hem, pour rejoindre la Serbie centrale en passant par Mitrovica et la frontière nord imposée, que du Kosovo avec la Serbie centrale, et ce convoi est pris sous le feu d'une, embuscade montée par l'UCK. Heu, je suis prévenu parce que les Serbes m'avaient laissé un officier de liaison, tant qu'ils étaient encore au Kosovo. Ça a été très utile parce qu'il est venu me prévenir de cette, agression sur un convoi de réfugiés. J'ai envoyé immédiatement, mon officier opération et à bord d'un hélico armé sur les lieux. Il m'a rendu compte, il dit: «Oui, il y a une embuscade en cours». Je lui dis: «Bah, tu balances des coups de semonce, au canon de vin, hein, au ras des pâquerettes de ces salopards qui s'en prennent à des civils, des armés, femmes, enfants, vieillards, avec les matelas, les chaudrons, les marmites». Enfin, vous voyez un peu Ouais. le spectacle. Il y a d'ailleurs des vidéos qui ont été tournées, hein, et à peine, il me dit: «Bon, ils sont en train de se replier», et il me dit, et je vois des Land Rover Defender, donc le véhicule de base, utilisé par nos camarades du 22e SAS britannique, Mmh. qui dégagent de la zone également. Donc ça veut dire qu'il y avait des Britanniques dans cette, opération, heu ignoble, parce qu'il y a pas d'autre mot, hein, et si vous voulez, il y avait pas 5 minutes ou 10 minutes peut-être, je sais plus très bien, mais très rapidement après ce dégagement, effectué par mon hélico qui a fait plusieurs hippodromes pour bien faire comprendre que, heu, qu'il fallait qu'il dégage, et donc libérer le convoi qui a pu reprendre sa progression. J'ai été appelé par les Serbes, le commandant de la brigade serbe qui était en avant de ce dispositif et qui se repliait vers la Serbie. Je lui ai dit: «Mon colonel, vous pouvez retourner sur place, pour nettoyer la zone et accompagner vos réfugiés jusqu'à la frontière, de la Serbie centrale», ce qu'il a fait.
Je savais bien que je ne faisais pas des amis, hein, du côté de Mmh. l'UCK, alors qu'officiellement, on était venu aider l'UCK. C'est la l'absurde de cette opération, de cette mission. Et et il y avait quelques minutes que tout ça se venait de se passer, que je suis appelé par le général britannique, qui était mon chef, théoriquement, le patron du CJSOTF, Combined Joint Special Operations Task Force, qui était un Royal Navy, un général, je pense que c'était un capitaine de vaisseau, zargué avec, un général pour l'opération, qui, me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe à tel endroit?» et cetera. Un hélico à vous tire sur mes hommes. Je dis: «Mon général, si vos hommes sont à tel endroit, c'est qu'ils participent à un crime de guerre, qui est une opération menée contre des civils, c'est intolérable. Euh, et, et deuxièmement, ils sont en secteur français, je vois vraiment pas ce qu'ils font en secteur français. Donc, qu'ils déguerpissent rapidement pour qu'il n'y ait pas de problème. J'en rends compte à mes chefs à Paris. Évidemment, donc j'ai remonté tout ça au général Cos et autres. Lui, il a dû faire la même chose de son côté. Je dois dire que je ne l'ai plus jamais eu au téléphone en direct, hein, ce général, et je l'ai pas revu depuis. Voilà. Mais c'est pour dire la période de tension que nous vivions sur le terrain, du fait de cette inféodation totale à l'OTAN, fauteuse de guerre, dans un pays qui n'avait sur le sol européen, qui n'avait déclaré la guerre à personne, qui n'embêtait pas ses voisins, mais qui entendait faire régner la loi sur son sol dont il avait la souveraineté. Voilà. Et moi, ça m'a frappé. Si vous voulez, il y a eu d'autres événements et d'autres incidents, mais qui m'ont fait comprendre qu'on était vraiment du mauvais côté de l'histoire, vraiment du mauvais côté de l'histoire, et que c'était insupportable pour l'officier français que j'étais, de voir qu'on était du côté des mafieux, du côté des terroristes et du côté des ingérences étrangères, euh, dont le terme est tellement à la mode aujourd'hui, des ingérences étrangères directement soumises aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Voilà, pour résumer les choses. D'accord, et donc, quand vous rentrez en France après cette mission, à quel moment vous vous dites: «Je quitte l'armée»? Alors, je rentre en France le 8 ou 9 juillet. J'ai le temps de rendre compte de ma mission à mon père, qui, je pense, se maintenait en vie pour, pour que je lui fasse mon compte rendu. Et je lui ai fait mon compte rendu, et il est mort le 12 juillet. Ce qui m'a beaucoup touché, parce que, encore une fois, j'étais très attaché à ce père qui avait été quelqu'un de un inspirateur, si vous voulez, qui était un exemple et un inspirateur pour moi. Et il m'a dit: «Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Alors maintenant tu vas voir pour la suite». Mais en fait, j'avais à ce moment-là rendez-vous avec l'inspecteur, de l'infanterie, qui devait me confirmer, ma prise de commandement d'un régiment, l'année suivante. Et là, le discours «Finalement, on n'a pas de régiment à vous donner», et cetera, et cetera. Et je comprends que, hem, je deviens un problème de gestion, Mmh. et puis je suis écœuré, en fait, par tout ça. Et je dis: «Mon général, ne vous embêtez pas, je vais partir». «Ah bon? Mais» je vais partir. J'en rends compte au général Cos, au général Salin, qui me dit: «Mais Hogar, vous pouvez rester chez nous, il y a encore des choses à faire», et cetera. Et là, j'apprends que si je reste, on va me mettre, sur la mission de recherche des PIFWIC, heu, c'est-à-dire les personnels, indicted for war crimes, War crimes. Mmh. qui sont tous serbes évidemment. Heu, Mmh. et je dis: «Non, non, franchement, c'est la coupe est pleine, je m'en vais». Voilà, et là, Mmh. j'ai négocié mon départ, et j'ai quitté en fait,
J'ai quitté le commandement des opérations spéciales le 16 décembre, le jour de mon anniversaire, en compagnie du général Salin qui quittait son commandement et qui a été d'une élégance, qui m'a profondément touché. Il m'a dit: On va partir ensemble, mon cher Hogarth», voilà. Et en fait, il en a fait mon départ. Heu, j'en étais même, confus et désolé pour lui parce que c'était quand même un chef et il m'a mis en avant pour, il y avait tout le monde, hein, il y avait le CEMA, le CEMAT, le CEMA, enfin et cetera et voilà et je n'oublierai jamais ça parce que c'est mon dernier, mon ma la dernière fois que j'ai mis mon uniforme et que, voilà, on a dit aux armes et puis j'ai été rayé, j'ai fait ensuite un stage, le fameux stage au CPA, et j'ai été rayé des contrôles, au 1er septembre ou au 1er octobre, 2000, définitivement. Voilà. Mmh. Heu, D'accord. avec, avec le cœur lourd, hein, encore une Mmh, fois, j'imagine. avec le Mmh lourd, mh. Mmh. mais je ne me voyais pas de je me suis dit: «Tout ça, c'est, orchestré par la Providence, il y a rien à dire, c'est ta destinée, il faut que tu t'en ailles et puis que tu ailles sur autre chose». Alors je me suis dit: «Il faudra que je continue à servir mon pays» parce que c'était très important pour moi, heu et j'avais encore des projets, mais pas très bien définis et cetera, mais voilà et c'est un peu à l'origine de la création de ma propre boîte quelques années plus tard, pour, mener mon destin comme j'avais envie de le mener. Mais c'est vrai que si vous voulez, cette affaire-là m'a définitivement ouvert les yeux. Heu, je alors elle m'a permis de découvrir, l'Europe centrale que je connaissais pas, parce qu'après mes activités civiles m'ont amené à circuler alors beaucoup en Serbie aussi, où j'ai maintenant beaucoup d'amis, au Monténégro, heu, en Hongrie, en Slovaquie, j'ai découvert tous ces pays que je ne connaissais pas et puis ça m'a amené, logiquement, le premier ministre, serbe, en 2007 ou 2008, qui est devenu un ami, Vojislav Kostunica, m'a ouvert les portes de Moscou et je suis arrivé Mmh. à Moscou, cette année-là pour la première fois, dans des conditions quand même assez exceptionnelles, grâce à toute cette aventure finalement. Mmh. Voilà et donc j'ai ouvert les yeux et j'ai découvert, plein de choses, une autre partie de l'Europe que j'ignorais, que vous connaissez bien et qui m'a profondément, touché, voilà. Heu, D'accord. Si on peut revenir un peu à l'histoire de ce conflit au oui, Kosovo, oui, heu, au les moments des événements de Ratchak, heu, oui. vous étiez, si je suis bien, vous J'étais étiez en ambassadeur Grèce du à Nord? l'époque. Pardon? J'étais en Macédoine du Nord, mais Ouais, oui, ouais, c'est j'étais ça. affecté au poste en Macédoine du Nord, Ouais, oui. d'accord. C'était à Kumanovo, Parce en que fait, hein. parce que bon, pour rappeler aux spectateurs que le soi-disant massacre de Ratchak, c'est ce qui a déclenché les frappes de l'OTAN sur la Serbie pendant Oui, 78 oui, jours, qui a oui, ensuite, amené la Serbie à accepter que l'OTAN, en fait, envahisse le Kosovo, en fait, hein. C'est ça oui, l'histoire. oui. Et Et donc, des presses surtout. Ouais, moi j'avais un collègue, pareil, toujours la mission de l'OSCE en Ukraine, en fait, c'est on se rend compte que les gens qui travaillent dans ce genre de mission, c'est un petit monde, hein. Et les gens oui, font oui. tous les Oui, oui, théâtres bien sûr. avec les années. Donc, Oui, et lui aussi était à ce moment-là sur zone, et il m'avait dit qu'il appartenait à l'époque à la KVM. Si vous vous souvenez, c'était la mission de oui. l'OSCE sur place, Je pourrais vous en Kosovo parler aussi. Verification Kosovo Verification Mission, Mission. Voilà. oui, Et il me dit que dans son secteur de responsabilité, il y avait le village de Ratchak et que quand il a appris que, il y avait eu l'information ou la rumeur sur, un massacre, il s'est dit: «OK, j'y vais». Et à ce moment-là, son supérieur hiérarchique, qui était britannique, lui a interdit d'y aller. Et oui, ça l'avait vraiment interpellé. Il dit: «Mais pourquoi bien sûr, mon chef bien sûr. m'interdit d'aller dans ma zone pour voir ce qui se passe?» Oui, bien Donc sûr. là, il s'est dit: «Ça sent pas bon. Il y a Oui, quelque chose, il y a une manipulation en œuvre». Après, oui, il n'a pas été sur place, donc il n'a pas les preuves, puisqu'on a fait en sorte qu'il ne puisse pas aller sur place. Mais quand on se rend compte, même sur la page Wikipédia, hein, quand on essaie de comprendre ce bien qui s'est sûr. passé via Wikipédia, donc des sources, validées par Wikipédia, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette affaire de Ratchak. Oui, oui. Donc comment vous, à l'époque, vous avez perçu cette histoire?
Alors je vais vous dire, l'affaire de Ratchak, j'en ai entendu parler, parce que j'étais sur le théâtre, commenté en fait par, le alors j'avais de très bonnes relations avec l'Extraction Force, qui est l'ancêtre de la brigade Leclerc, Mmh. commandée par mon cousin Cuche après, et qui à l'époque était commandée par le général Valentin. Et le général Valentin avait, un second, qui est un ami de toujours, le colonel, Étienne Lafontaine, et un chef d'état-major qui était le colonel Marc Delaunay, qui sont des amis tous les 2. On a parlé de ces choses-là, mais on avait très peu d'informations, en fait. Ça vous paraît, extraordinaire, mais moi qui commandais le groupement des forces spéciales, françaises déployées dans la zone, j'étais pas sous commandement français, j'étais sous commandement britannique, théoriquement, hein. Mmh. J'avais aucune information des Britanniques, dont on sentait la méfiance à notre égard. Et les Français étaient, pas forcément, très bien renseignés. Mais c'est avec eux que j'avais évidemment les meilleures, sources. Mais, Ratchak, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Alors la KVM, je pourrais vous en parler parce que j'ai été chargé d'assurer la sécurisation du retrait de la KVM avant Mmh. le démarrage des bombardements en mars, hein. Mmh. Et où je me suis aperçu que, sur mes listes d'effectifs, il restait, un certain nombre de membres de la KVM, britanniques et allemands, et quelques Français qui ne revenaient pas, Mmh. qui n'étaient pas évacués. Donc ça veut dire Mmh. qu'ils restaient au Kosovo, hein. Vous en déduirez ce qu'on peut en déduire. Mais pour revenir à Ratchak, j'en ai parlé, des années après avec, alors je me suis renseigné comme tout le monde, hein. J'en ai parlé avec je cherche le nom de ce Français qui a écrit un bouquin sur Ratchak, qui démonte tout. Mmh. Heu, c'est pas un grand éditeur. Je cherche le nom de ce garçon que je connais, hein, il il serait navré de penser que son nom m'échappe à l'instant. Mais ça va peut-être me revenir au fur et à mesure de la Mmh. discussion. Et oui, mais j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas intégré tout de suite qu'il pouvait y avoir manipulation. Ce que j'ai compris tout de suite, en revanche, c'est qu'il y avait volonté absolue d'utiliser cet, événement, comme prétexte. C'était la fin des soi-disant des pseudo-négociations de Rambouillet. Mmh. Heu, il fallait trouver un échappatoire, et le pseudo-massacre de Radchak, enfin, ou aujourd'hui, si vous voulez, ça me fait penser, à Timișoara ou à Boutcha, Ouais. hein, pour être Mmh. assez clair. Heu, c'est de Je la vous a manipulation comme les anglo-saxons savent parfaitement le faire, pour justifier, des mouvements guerriers et une opération derrière, voilà. Et je pense que là, la France, à mon avis, hélas, le sait, le savait, pertinemment par nos services de renseignement. Ou alors, c'est très grave. Mais, heu, voilà. et alors je viens de vérifier donc le français dont vous parlez, a priori, c'est Frédéric Sayot, Oui, c'est ça, Frédéric Sayot. ouais, Voilà, ouais, Frédéric qui a Sayot. écrit Ratchak de l'utilité des massacres, publié en 2010 aux éditions C'est ça, L'Harmattan. c'est ça. Voilà, d'accord. Livre que j'ai chez moi d'ailleurs, pas ici à Paris, qui est très, très clair et documenté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que la l'inspectrice en chef, oh, je sais plus de quel organisme, si c'est l'ONU, si c'est, l'UE, ou je sais plus, enfin, qui est venue sur place, qui était, je crois, une nordique. Je sais plus si elle était finlandaise ou Mmh. ou norvégienne ou autre, a reconnu après avoir, fait son rapport sous la pression, très, 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 très appuyée de l'OTAN, hein. Donc, Mmh. elle a fait un rapport à charge, et en fait, elle le regrette par la suite profondément en disant: J'ai menti». Voilà. Mmh. Donc c'est quand même, extraordinaire de penser qu'une coalition, de je ne sais plus combien de pays, de plusieurs, dizaines de pays, s'est, jetée à l'assaut de la petite, République fédérale de Yougoslavie, du moins ce qu'il en restait, c'est-à-dire, Serbie-Monténégro, sur, le prétexte d'un massacre qui n'en était pas un. Voilà.
Ouais. Et je dis pas qu'il n'y ait pas eu des massacres, hein. Mais vous voyez, moi, j'avais été marqué aussi, dès notre déploiement, puisque dans mes consignes, j'avais, de rechercher les traces d'exactions possibles, les événements, qui avaient pu se dérouler dans un sens ou dans un autre. Et en fait, mes gaillards sur le terrain revenaient avec des informations que je transmettais aussitôt à Paris, bien sûr, disant, voilà, on est allé dans tel village, on a rencontré, des gens, un village albanais, les gens nous ont dit, bah et le village d'à côté là, si vous y allez, vous allez trouver, des morts dans un puits, il y a 7 ou 8 personnes, mais alors, on vous dira que c'est les Serbes, c'est pas les Serbes, hein, c'est l'UCK, hein, parce que c'est les Albanais qui ne voulaient pas se ranger, aux ordres de l'UCK. Heu et des exemples comme ça abondent, vous voyez? Donc on a ça je le dis dans mon bouquin parce que c'est la vérité, mais on a, fait porter le chapeau, si je puis dire, aux Serbes. Toutes les horreurs sont commises par les Serbes. D'ailleurs, les séries télévisées, américaines ou ou britanniques nous le, ressassent à longueur de temps. Mmh. Les méchants, c'est les Serbes et les Russes, toujours, c'est les Mmh. Slaves. C'est surtout pas les Albanais, les Turcs ou, voilà. Et pourtant, heu, je Ouais. je suis persuadé, je sais pas ce que vous en pensez parce que vous avez votre expérience aussi, mais le le crime de guerre n'a pas de frontières, hein. Le crime de guerre, Mmh. malheureusement, il est inscrit dans la logique de toute guerre, qui Ouais. on fait plus la guerre en dentelle, hein, depuis le XVIIe siècle, hein. On fait la guerre pour gagner. Alors pour la guerre pour gagner, ça amène à faire des saloperies et des horreurs. Il y a pas de quoi s'en flatter, mais il faut pas en faire des prétextes non plus. Il faut pas en faire, une machination pour, mieux frapper, l'adversaire. Et c'est ce que je crois en particulier pour Boutcha, hein, on pourrait en reparler, mais, je pense qu'il y a une vraie Ouais. manipulation sur Boutcha. Si en fait, je trouve ça intéressant de commencer cette discussion avec vous en parlant du Kosovo, parce que quand on sait ce qui s'est passé au Kosovo, les manipulations qu'il y a pu y avoir à l'époque, sauf qu'on n'en a pas beaucoup parlé, hein, dans les médias mainstream, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, étaient Ouais. même quasi inexistants, on se rend compte que s'ils ont pu faire ça en 99-2000 au Kosovo, ils peuvent très bien le répéter ailleurs et notamment en Ukraine et Mais donc ça a pour les servi gens pour qui moi. Oui, je suis d'accord. ouais, Pour moi, si vous voulez, le Kosovo, c'est en petit, la révélateur. répétition de ce qu'il fallait faire après, en Ukraine, Ouais, voilà. ouais, Et le montage de l'Ukraine, si vous voulez, ça commence très tôt après, ça commence en 2004 par la révolution orange, qui est ouais, plus ou moins avortée, puis qui réussit plus ou moins et cetera. Mais le tour d'après, c'est 2014 et là, 2014, là, par contre, heu, ça réussit. Le putsch réussit. ouais, L'opération désinformation majeure réussie. Puis c'est de notoriété publique puisque Victoria Nuland, l'avoue publiquement aujourd'hui, et alors ne parlons pas de ce pauvre, Hollande ou cette pauvre Merkel qui raconte combien on a abusé, les Russes avec les accords de Minsk et cetera. Je veux dire tout est cousu de fil blanc dans tout ça et malheureusement, on avait une répétition grandeur nature avant, au Kosovo, voilà. Et le Kosovo pour moi est fondateur, dans mon évolution, heu, définitive si vous voulez, aujourd'hui. ouais. Je pense que c'est la première opération agressive de l'OTAN, Oui, de son histoire, oui, on pourrait oui, dire. J'en connais oui, pas d'autre avant. oui, oui, Donc non, c'est la c'est première. ça, c'est un tournant. C'est un C'est tournant. un tournant majeur Ouais. et la Mmh. France, au lieu de se détacher, a rejoint le commandement intégré de l'OTAN. Ça a été préparé par Chirac, exécuté par Sarkozy, mais c'est une faute, majeure, stratégique majeure. Le général de Gaulle a dû se retourner, 10 fois dans sa tombe, Mmh. hein. Ouais. Voilà, alors on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience relative. Mais il y a une prise de conscience petit à petit. Je pense que, des historiens comme Éric Branca, dont on parlait tout à l'heure à propos de l'ami américain, mais aussi de la récupération des élites nazies, par les États-Unis ou la Grande-Bretagne à la fin de la guerre. Ça, c'est très intéressant à regarder de très près parce qu'on comprend parfaitement, l'organisation de l'Union européenne aujourd'hui, Mmh. depuis, Jean Monnet, jusqu'à Ursula von der Leyen, hein. Heu,
ce sont tous des, je suis désolé de dire ça, ça choquera certains, mais ce sont des bébés du nazisme, hein. Mmh. C'est le cadeau, post-mortem que nous a laissé, ces salopards, hein, Mmh. que nous ont laissé ces salopards. Donc, heu, oui, on a un tournant majeur, à mon avis, avec, cette affaire de Yougoslavie, dont l'apothéose est le Kosovo. Mais on pourrait parler de la Bosnie avant, hein, parce que, la Mmh. Bosnie, la Krajina, tout ça, ce sont des horreurs aussi, contre l'Europe. Ouais. C'est Alexandre Delval qui avait fait un très bon bouquin dans les années, Mmh. 2000 ou 2001, je crois, qui Ah, l'expliquait, de vous manière voyez, très, très détaillée, hein. Oui. tout à l'heure, je vous disais qu'au Kosovo, c'était, peut-être la première opération agressive de l'OTAN, mais en fait, j'oubliais qu'il y a eu en 95 des bombardements de l'OTAN Oui, oui, sur les oui, sur Bosniens-Serbes. la Bosnie. Ouais, Oui, bien sur la sûr, bien Bosnie. sûr. Ouais, En fait, il y a eu ça avant, ouais. oui, alors le Kosovo, c'est la première en tant que, enfin, ça apparaît clairement. Mais c'est vrai que le travail avait commencé en Bosnie, hein, Mmh. et en Krajina, c'est Ouais, évident. Et ouais, alors le bon élève, c'est ouais, l'Allemagne quand même, hein, ouais. et les services spéciaux allemands, le BND, qui travaillent à la déstabilisation de la Yougoslavie, en jouant sur les conflits, et les horreurs qui avaient pu se passer au cours de la Deuxième Guerre mondiale, hein, parce qu'il faut pas oublier Mmh. tout a des l'histoire se répète malheureusement, hein, mais si vous voulez, moi j'ai visité, sur le territoire de la Croatie d'aujourd'hui, à quelques encablures de la Bosnie-Herzégovine et de la République serbe de Bosnie, le camp de concentration de Jasenovac. J'ai vu également le mémorial, qui a été, réalisé avec des films et d'époque, des photos prises par les Allemands et les Oustachis, Mmh. Mmh. croates, sur les horreurs commises, à l'époque. Ça marque des générations, ça. Mmh. Ça marque des générations. Vous faites pas la paix en 20 ans, hein. C'est pas Ouais. vrai, hein. La paix dans les Ça, cœurs, la paix dans c'est les esprits. ouais, c'est Oui, sûr. Mais là, ça oui. la guerre de Bosnie-Herzégovine, c'est un vaste sujet, hein. Si on pourrait Ah mais aussi, c'est un vaste en parler sujet, des heures. Ouais, ouais. mais bien sûr, on peut en parler des heures et puis, moi j'y ai pas participé directement, mais, j'ai fait, le le début, si vous voulez, j'ai entre 92 et 94, j'étais à l'état-major de l'armée de terre, à la cellule, intervention en fait, des opérations extérieures, hein. Donc j'ai suivi un peu ces événements, j'ai suivi en même temps les événements, le début du Rwanda et cetera. C'était passionnant, mais, il faut un certain temps pour se rendre compte des choses. C'est comme l'opération en Syrie pour, déboulonner, Saddam Hussein. Saddam Hussein n'était Mmh. pas un saint, on est d'accord. Mmh. Mais, heu, qu'est-ce qu'on a mis à la place, hein? Mmh. En en Irak, je veux dire. Ouais. Et la Syrie, c'est pareil et l'Afghanistan. Regardez les ravages, heu, Mmh. de cette guerre en Afghanistan qui aboutit 20 ans après à remettre les mêmes gens au pouvoir, après Mmh. des milliards de dollars dépensés qui auraient été utiles à autre chose et heu et une population, éprouvée, dans toute et les meilleurs de nos unités qui ont été tués au combat parce que, je pense à certains que j'ai connus comme le maître principal, Loïc Lepage des commandos marines, Mmh. tués au combat en Afghanistan. Pourquoi ils sont morts tous ces gens-là? Vous voyez? Pour remettre, au pouvoir les mêmes 20 ans après. Après, mais quel gabegie, Mmh. et tout ça manipulé, heu, par les États-Unis d'Amérique. Ah oui, j'avais beaucoup d'affection et de sympathie pour les États-Unis d'Amérique quand j'étais jeune. Je peux vous dire que maintenant, j'en ai une défiance, totale et absolue, hein, quel que soit Mmh. l'homme au On pouvoir ou le système et on est l'administration au pouvoir. on est pareil à ce sujet, hein. J'ai eu le même parcours que vous à ce niveau-là. Ouais. Oui, ouais. Et pourtant, j'étais très pro-américain étant jeune. Je suis même parti étudier aux Moi États-Unis aussi, parce moi que aussi. j'admirais ce pays. J'admirais ce pays, pour ça que je suis parti étudier, une partie de mes études là-bas et j'en suis revenu déjà un peu vacciné et en fait, c'est la déception n'a fait que se confirmer avec les années et la Oui, politique étrangère qu'ils menaient. Voilà. oui, Et pour venir, oui,
pour revenir au Kosovo brièvement, parce que, encore une fois, là aussi, on peut en parler, longtemps. Oui. Moi, je travaillais au ministère de la Défense en 2004 quand il y a eu les émeutes des 17 et 18 mars 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Oui, cet épisode? oui. Oui, oui, les C'était pogroms des là. Oui, Ouais, les pogroms, les dans pogroms. tout le Kosovo, Ouais. de manière Oui, coordonnée, contre toutes les oui, minorités. Donc les Serbes, mais pas que. Il y oui, avait aussi toutes les minorités oui. ethniques contre Les ce pays Roms, les qui ont été victimes. Goransi, oui, Ouais. oui, oui, Ça a été, massif, c'était assez oui, incroyable et heureusement que dans certains coins, il y avait notamment, les soldats français parce que les gens finalement se sont réfugiés dans la caserne, les casernes françaises. Je le sais parce que j'y oui, étais déployé quelques mois après et j'ai eu à gérer moi-même un oui, camp de déplacés. Au départ, il y avait des oui, Serbes, mais ils étaient partis avant que j'arrive parce que, bon, ils avaient de la famille ailleurs pour les loger, mais moi, ensuite, j'ai pris en compte des Ashkalis qui sont une petite minorité qui vont au Kosovo, oui, qui sont des albanophones musulmans, mais oui, ils sont oui, rejetés par les Albanais du Kosovo. Alors, je vais pas forcément dire tous les Albanais, j'aime pas trop généraliser non plus, mais en tout cas, ceux oui, qui étaient actifs, ouais, Lucheka et compagnie je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord et avec vous. et à ce moment-là, j'ai sur tout ce film des événements, on a pu voir à quel point, notamment les événements du 7 et 18 mars, que je suivais du ministère de la Défense, j'avais les dépêches, qui tombaient et tout sourcé, hein, et je me souviens que dans la zone de la brigade française, il y a un seul village, une seule enclave où il y avait le chef de section. Quand il a vu les gens d'Učeka arriver pour en fait, heu, si ce n'est massacrer, du moins, évacuer tous les gens du village, il a ordonné à sa section de tirer des tirs de semonce au-dessus des têtes et ça fait qu'ils ont pas insisté, ils ont déguerpi. Là où, il y a pas eu de tirs de semonce, l'OTAN, mais dans tout le pays, les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Donc bah, ils ont mis le feu aux maisons, les gens sont sauvés comme ils pouvaient avec leur chemise sur le dos et l'OTAN n'a rien fait. C'était une honte absolue. Oui, c'est une honte. L'OTAN a mis 48 heures à réagir. Oui, oui. Et sinon, mis à part ce chef de section français dans un village isolé, n'a rien fait. Et là, bah, quand on voit ça, on se dit: «Mais à quoi sert l'OTAN?» Vous Ben, voyez? l'OTAN est partisane, c'est ça le drame. Mmh. L'OTAN, s'est présenté comme un faiseur de paix et en fait, c'est un fauteur de guerre et Mmh. l'OTAN est partisane. L'OTAN, c'est un moi, je le dis de cette manière un peu simplifiée, mais c'est une courroie de transmission, de l'hégémonie américaine. L'OTAN travaille Ouais. au bénéfice des seuls intérêts américains dans le monde. Le reste, heu ça ne concerne pas, l'OTAN. Mmh. Alors aujourd'hui, l'OTAN, avec une personnalité comme Trump, c'est un peu plus compliqué, mais c'est l'apparence en réalité. Mmh. Parce qu'au fond, on voit bien que, les États-Unis n'ont pas l'intention de les lâcher l'OTAN parce que l'OTAN, c'est en même temps, le, le commis voyageur du lobby, militaro-industriel américain, hein. C'est ce Mmh. qui permet de vendre, heu et d'engranger de l'argent donc mais en même temps aussi de faire la politique plus ou moins qui est celle de l'administration américaine, qui, Mmh. quelle qu'elle soit, républicaine ou démocrate, néo-con ou pas, finalement, n'a qu'un objectif, c'est les intérêts américains et rien d'autre. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que, l'Union européenne, est totalement à sa botte aujourd'hui. C'est c'est Ouais. c'est c'est incompréhensible, Mmh. mais même quand elle dit le contraire, même quand elle, Mmh. parle de souveraineté européenne, ce qui veut rien dire, mais voilà. Pour, conclure avec une petite anecdote sur le Kosovo, toujours hein, quand j'étais déployé en Ukraine, à Lugansk, un de mes collègues était suisse et dans le civil, il était, clerc de cour de justice et il se trouve qu'il avait été déployé avec, les Nations unies, pour travailler dans les tribunaux, je crois en tant que juge, les tribunaux des Nations unies au Kosovo. Il a passé là-bas 2 ou 3 ans. Et il y était juste avant de venir en Ukraine. Et j'ai discuté un peu avec lui à l'époque de son expérience et il m'a dit en une phrase, il m'a dit: «C'est simple, le Kosovo, c'est un État mafieux au cœur de l'Europe» Oui, c'est et ça. pour lui, il y avait rien à faire. C'était tellement imprégné, tout l'État kosovar était tellement imprégné de la mafia kosovare que pour lui, c'était insolvable
Ils disent: Oui. «On a créé un État mafieux au cœur de l'Europe et Oui, mais je suis irrécupérable». d'accord. C'est ce qu'ils disaient. Ouais. Oui, mais je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord et c'est une honte indélébile Mmh. pour l'Europe, l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était morte à Pristina, hein, Ouais. et pour la France, parce que moi, en tant que Mmh. Français, j'ai honte, de voir mon pays participer à cette aventure, scandaleuse, en fait, hein. Mmh. Mais, non, je dis la seule vraie issue, possible, c'est d'appliquer la résolution 1244 de l'ONU qui, stipule que le Kosovo est une terre, serbe, qu'elle relève de la République de Serbie, héritière de la République fédérale de Yougoslavie. Voilà, et de rétablir sa souveraineté. Alors, c'est sûr que moi je pense qu'il y a eu un exode, massif de Serbes. Je sais pas combien il reste de Serbes vraiment aujourd'hui au Kosovo. Kosovo, mais c'est quelques dizaines de milliers. Mmh. C'était autrefois quelques centaines de milliers. Bon. Mais en même temps, la population albanaise du Kosovo a diminué aussi. Heu, Ils sont tous venus en Europe, hein, parce que le Kosovo, Mmh. c'est si vous n'êtes pas mafieux au Kosovo, bah, la vie est impossible. Que vous soyez Mmh. albanais, rom ou guarani ou serbe, hein. Donc Mmh. la vérité économique du Kosovo aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a des sous-perfusions, de l'Union européenne, des fonds Mmh. européens, et tout ça, sur fond de ma de mafia parce qu'effectivement c'est un État mafieux. Mmh. Voilà, donc et un État mafieux ne peut pas durer, mais il a été créé pour ça, je pense. Il a Mmh. été créé pour ça, c'est une volonté américaine, c'est, Mmh. heu, on style, intermédiaire, on y met des gens, en tôle, on a de compte à rendre à personne, on peut les enfin je veux dire Bond Steel, c'est c'est la base voilà. américaine, grande base américaine La au base Kosovo pour américaine, les gens qui près de sauraient pas. Ouais. Milan, Mmh. ouais, ouais. Ouais. Mais, que Et j'ai vu que donc moi ouais. j'ai vu les prémices de construction en fait, parce que, Ouais. en hélico j'ai vu, une espèce de gigantesque, ovale, Mmh. sur un coin de terrain, à côté de pas très loin d'Ezminan et en fait c'était l'armée américaine prenait possession de ce terrain pour en faire, Ouais. Command Seal qui a été bâti en un temps Oui, record, hein, c'est comme une petite ville, avec hein. J'y des suis allé ponts, avec aussi, c'est une petite ville, bien sûr. avec ils ont un Oui, bail de 99 ans, paraît-il, sur la oui, zone. oui, Mmh. oui, bien Ouais, sûr, pour bah, rester. voyons. Mmh. Bah, Mmh. voyons et puis, comme ils ont imposé le pouvoir avec qui ils ont signé ce bail, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai Mmh. enfin, c'est exorbitant du droit, normal, enfin Mmh. du droit le plus évident. Tout ça, Ouais. c'est proprement scandaleux, en fait, en soi et c'est générateur de guerre parce que c'est pas fini. Mmh. Oui, La oui. l'injustice appelle la haine et la haine appelle la guerre. Donc, Ouais, hélas. Cercle vicieux. hélas, Mmh. oui. Sinon, on a déjà parlé, pas loin d'1 h 20, 1 h 30 peut-être. Si vous voulez, je vous posais une dernière question et puis, bon, d'autres thèmes, Mmh. on pourra les aborder dans d'autres émissions, Oui, bien si vous êtes sûr, il y d'accord a pour aucun venir. problème, bien sûr, aucun Heu, problème. la dernière question que je voudrais vous poser, c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire, ce sur quoi on a échangé, notamment la manipulation ou capacité de manipulation des Anglo-Saxons, notamment des Britanniques. Vous avez évoqué ça rapidement tout à l'heure. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails parce que là, on pourrait y passer pareil des heures, mais sur le simple événement de Boutcha, vous y avez fait allusion. Est-ce que vous avez des éléments, concrets qui vous laissent penser que les Britanniques, moi, je j'en ai quelques-uns, mais vous, de votre Votre côté, avis m'intéresse quels aussi, hein. voilà, quels éléments vous auriez, à l'esprit Écoutez, moi, qui feraient être la j'ai pas signature de l'implication des Britanniques à oui. Boutcha? Alors la signature, britannique, je ne sais pas, mais je vais vous répondre. Je vais vous faire une réponse, un peu comme vous me l'avez fait tout à l'heure, à propos de votre camarade qui avait, Ratchak dans son secteur, à l'époque de la KVM. Il se trouve que moi j'appartiens à une promotion, qui comporte un certain nombre d'officiers généraux, et d'officiers de gendarmerie en particulier et l'un est un ami proche et qui m'a dit, il a dans sa famille un officier de gendarmerie supérieur qui a fait partie de la mission, sur Boutcha et qui en est revenu pas vraiment,
convaincu. Et je pense que le rapport, j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, je pense que le rapport de la gendarmerie française, la mission d'inspection de la gendarmerie française sur Boutcha est pas près de sortir. Mmh. Parce que je pense que ce qu'il dit ne va pas dans le sens du narratif, pour employer un mot à la mode, Mmh. euh, de nos chers alliés de l'OTAN. Et donc je pense que il y aurait probablement un livre à écrire sur Boutcha, pas forcément un gros livre d'ailleurs, mais Ouais. un livre Mmh. chronologique. Je pense que vous avez votre avis sur Boutcha. Vous Oui, avez bah, moi, j'ai travaillé. pas écrit un livre, mais j'ai écrit un long article pour François à Oui, l'époque, sur Boutcha, oui, que j'ai oui. ensuite, mis dans mon dernier livre qui s'appelle, Intégré. «Ukraine, la grande manipulation», que j'ai pas eu beaucoup le temps de promouvoir en France. Mais, voilà, c'est ce livre, en fait, est le recensement de tous les articles que j'ai écrits pour François entre 2022 et 2024. Et il y en a un gros sur Boutcha, que j'ai écrit pendant l'été, 2022, donc un peu avec, quelques mois après les événements, avec un peu de recul. Un peu de recul. Mais comme vous dites, on pourrait en faire un livre aussi, hein. Moi, j'ai fait un article peut-être de 15 pages, mais parmi les choses que j'ai rajoutées, après avoir, écrit l'article, que j'ai rajouté pour le livre, il y a une anecdote que m'avait racontée Éric Denessé. On a parlé de lui au début de l'émission, là, on peut parler de Oui, lui à la fin, du coup. Quand je l'avais oui, rencontré, il m'avait dit que donc c'était le 4 juin l'année dernière, 2025, oui, il m'avait dit qu'il avait eu l'occasion de parler à un général de gendarmerie qui était au courant j'imagine, du rapport de la gendarmerie sur Boutcha. oui. Et il m'a Du dit vrai rapport. du vrai rapport. Et il m'a dit: «Voilà, d'après ce général, la mission gendarmerie sur place n'a pas été en mesure de prouver, une quelconque responsabilité des Russes dans les morts». Vous voyez? Ouais. Ça, bon, c'est pas très vendeur, hein, pour le pouvoir. C'est Donc une c'est pour ça manière qu'on un peu n'entend pas. normande Ouais, ouais, c'est une manière ouais, un peu normande de dire les choses, hein, on va dire. ouais, Et moi, ouais, j'ai eu la même version, mais en plus ferme, hein, voilà. ouais. Heu, les gendarmes qui ont participé à cette, opération ont reçu consigne de se la fermer, pour parler, vulgairement, Mmh. de n'en rien laisser filtrer, moyennant quoi ça filtre un peu et ça filtrera beaucoup un jour. Parce que finalement, à un moment donné, la vérité, est difficile à étouffer, définitivement. Mais vous savez, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration qui était, Vladimir Volkov, heu, qui a beaucoup écrit sur la désinformation, la manipulation et cetera, disait, «Mentez, mentez, calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose et au moment où, la vérité éclatera, bah, ce sera le moment où elle intéressera pratiquement plus personne». Mmh. Bah, c'est Ah, c'est comme ça que ça c'est qu'il fonctionne. Mmh. c'est Mmh. c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Voilà, en 2 mots. Et il a écrit, moi je le cite, j'ai fait un article pour le Centre d'études supérieures de l'armée de terre il y a pas mal d'années maintenant sur la désinformation côté rwandais, mais vous pouvez en faire un côté ukrainien. Vous prenez la grille de lecture de Vladimir Mmh. Volkov, heu, il y a je sais plus combien, 10 ou 12 articles, qui sont caractéristiques d'une opération de désinformation et OK. Ouais. c'est formidable. C'est Mmh. une grille de lecture, qui est formidable. Vous pouvez l'adapter au cas ukrainien facilement et vous avez Vladimir rien à craindre. Volkov, il avait quelle fonction exactement? Je le nom de Vladimir famille, Volkov, mais c'est un Français, ouais, d'origine russe. Ses parents étaient des Russes blancs et émigrés après ou pendant la Révolution, en Russie. Lui, il a fait, sa vie en France. Il était, c'est un brillant, intellectuel et qui a été officier de renseignement, réserviste dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Voilà et moi je l'avais contacté pour le faire venir au COS, ça doit être en 98 ou pour nous parler de désinformation justement parce qu'on Mmh. avait on moi j'avais bien compris quand même à l'époque, j'avais pas encore, l'expérience du Kosovo, mais j'avais encore bien compris grâce au Rwanda, tout l'intérêt qu'il y avait à manipuler l'opinion et à manipuler, la presse, les médias, de façon à orienter, ensuite la politique dans le sens que l'on souhaite. Voilà et Vladimir Volkov, il a écrit plusieurs ouvrages, hein,
Alors je crois qu'il en a écrit un, Manipulation, ou Désinformation flagrant délit, ça c'est sur la Yougoslavie. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a aussi écrit des bouquins, romancés sur la Yougoslavie qui sont des bouquins, remarquables, hein, alors j'ai plus les titres en tête, mais hem, c'est des livres que vous trouvez facilement sur internet et qui sont des maîtres d'ouvrage, hein, parce qu'il vous Mmh. décrit, il y a l'aspect traité, mais il y a aussi l'aspect roman et l'aspect roman, c'est inspiré d'une réalité cruelle et il a écrit en particulier sur la Bosnie et les origines, historiques de la Bosnie, un petit livre qui s'appelle La Crevasse et Mmh. qui évoque le massacre d'un village, serbe, en Croatie en 1942 par les Oustachis, et les corps sont précipités dans une crevasse, Syrah et il y Mmh. a un prêtre orthodoxe, père de famille, qui en réchappe parce qu'il est en mission je sais pas où dans la montagne à ce moment-là et il revient pour voir que sa famille a été décimée, sa femme et ses 6 Mmh. enfants et cetera et il va revenir quand même dans ce village après la guerre et il va refonder une famille et la même histoire se reproduit avec, la guerre en 93 ou 94 Mmh. et ce livre est poignant. C'est un petit livre, mais poignant parce qu'il décrit parfaitement, à mon sens, le drame, de la Bosnie, et les prémices de la destruction, de la Yougoslavie, entre Mmh. 92 et 99, Ouais, quoi. ouais. Bah, cette anecdote me fait penser à un autre livre écrit sous forme de roman qui raconte un peu le même, la même histoire, c'est-à-dire l'épuration ethnique contre les Serbes d'ex-Yougoslavie. Oui, oui. Je pense au livre de Slobodan Despot, vous voyez qui Oui, c'est? bien sûr. Ouais, ouais. Donc C'est un Slobodan ami, hein. Despot, ah, c'est un ami à vous? C'est un ami D'accord. proche. Ouais. Vous Parce avez que lu Le si tout va Miel? bien, je crois il y a un bouquin, son bouquin s'appelle Le Rayon bleu, je crois, dans lequel il parle Alors de il a écrit Le Rayon ouais, bleu, ouais. mais, à vous, je recommande, en priorité le précédent bouquin qu'il a écrit, Le Miel. Mmh. Le Mmh. Miel, c'est l'histoire des Serbes de Krajina et c'est un D'accord. roman, Mmh. dans la collection blanche de Mmh. Gallimard, qui a connu un certain succès et qui est en fait, je lui dis: «Tu» c'est fastoche Slobodan, je l'aime beaucoup, hein, c'est un ami très proche, Mmh. on partage beaucoup, beaucoup de choses. Je suis allé 3 fois avec lui, en pèlerinage au Mont Athos, pour vous Mmh. dire la profondeur de notre amitié, échappe à des classifications un peu rapides et pourquoi je lui dis ça? Parce qu'en fait, c'est l'histoire de sa famille, le miel. Mmh. C'est l'histoire de proches à lui, de sa famille proche qui est, qui est, martyrisée, expulsée, violentée en Krajina, Mmh. par les Croates lors de la dernière guerre, c'est-à-dire celle qui commence en début des années Ouais. 90. Ouais, c'est l'opération Storm, 95, je Voilà, crois, ça se focalise c'est ça, là-dessus, hein, c'est c'est ça? ça, Ouais. c'est Ouais. ça. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, Voilà. figurez-vous que si tout va bien, il sera, le prochain invité, sur cette chaîne. Ah ben, Ouais, ce sera passionnant parce que ouais. c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, je l'aime comme un frère, hein, voilà, Mmh. pour tout vous dire. D'accord. C'est public, Bon, mais bah, très bien. Bah, voilà. voilà, ça assure, la transition avec la prochaine émission, hein, normalement, on doit, lui et moi, se coordonner pour cette semaine pour, Très enregistrer, bien, très bien. heu, donc là, affaire à suivre. Transmettez-lui, transmettez-lui mes pensées les plus amicales, voilà. C'est bien, je n'y manquerai pas. Et déjà même fraternelles, voilà. Et sinon, bah, écoutez, nous avons eu, 1 heure et demie quasiment, riche, donc je Oui. vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour vos témoignages qui sont Mmh. importants, qui sont bien dits, clairement dits, et j'espère que donc les téléspectateurs y auront trouvé autant d'intérêt que moi. Et écoutez, comme vous avez une vie, riche aussi de réflexion et d'expérience sur d'autres théâtres, bah, écoutez, moi, je serais tout à fait ravi de pouvoir vous réinviter pour parler, par exemple, du Rwanda ou autre, revenir sur la guerre en Oui, Ukraine, parce par que exemple. c'était une étape, pour moi, Ouais, ouais, sur la route de la vérité, en fait, ouais, très si je bien. puis dire. Bah, En tout écoutez, cas, merci et sans plus attendre, je voulais encore une fois vous remercier et bah, moi voulais, aussi.
peut-être vous Je vous donner remercie, l'occasion de puis dire un dernier mot? je me permets de vous faire une suggestion, c'est que vous devriez inverser les rôles un jour et vous faire interviewer, heu sur ce sujet que vous connaissez bien en détail et que vous avez, je dirais condensé dans ce livre, sur l'Ukraine, heu, avec la richesse de votre expérience, parce que vous êtes un témoin et encore une fois, un témoin, hem, courageux et honnête, ça court pas les rues. Voilà. Donc moi, je pense que vous devriez Mmh. vous faire interviewer, par exemple, par ce bonhomme, parce que Mmh. c'est un très bon intervieweur aussi Bah, et figurez-vous ouais, retourner la ouais. chaussette, ce serait pas mal aussi. Bah, Voilà. figurez-vous qu'il m'a déjà interviewé, heu, Il vous a déjà pour interviewé? l'Antipresse OK. pour l'Antipresse il y a quelques mois. D'accord, Mais sauf que comme c'est d'accord. un journal fermé, je voulais pas que mon nom sorte à l'époque. Oui, mais je suis abonné à Mmh. l'Antipresse, mais J'ai pas voulu que mon nom je sorte j'avoue donc que je crois que je suis même pas cité dans l'article avec mon vrai nom, voilà. d'accord. D'accord, alors ça m'a échappé, mais parce que je suis abonné, hein, je le reçois tous les dimanches, et le dimanche, en fait, c'est pas forcément le bon jour pour moi, donc après, il faut que j'y Mmh. pense le lundi ou le mardi Ouais, et après je suis repris par des tas de trucs et cetera, ce qui fait que mais enfin voilà, en tout cas, ouais. Bah, c'est gentil à je me vous permets de voilà. et venant de vous qui enfin moi je pourrais vous retour les compliments parce que vous avez démontré par votre parcours que vous êtes, un homme de principe, un homme d'honneur et qui met ses actes, en adéquation avec ses principes et ça, bah, ça court pas les rues. Et moi, je voulais aussi vous rendre hommage, par ce biais-là pour, avoir un attachement, viscéral à la vérité. Malheureusement, ça court pas non plus les rues de nos jours et je pense qu'on a besoin de ce genre de comportement pour, pouvoir, continuer à alimenter cette Bon, petite flamme de la vérité dans un monde qui est très voilà sombre et aujourd'hui. garder l'espérance, voilà et Et garder garder l'espérance. l'espérance, tout à fait, Ouais. voilà. Et sinon En un tout cas, dernier petit merci mot, bah, et ouais, juste mais pour un dire que dernier petit il y mot, moi a allez-y. Ouais. non, j'ai été ravi de cette heure et demie de discussion avec vous, de mieux vous connaître, même si c'est surtout moi qui ai parlé, mais c'est pour ça que je dis que ce serait intéressant qu'il y ait le retournement de chaussettes, si je puis dire. Mais en tout cas, merci de votre invitation. Le combat continue. On a parlé beaucoup du Kosovo, de l'ex-Yougoslavie, parce que c'est un cas école, effectivement, et que c'est le début, Mmh. de cette manifestation de changement de nature de l'OTAN, qui d'organisation protectrice défensive est devenue une opération prédatrice, offensive au profit des seuls intérêts américains. Ça, j'en suis Mmh. malheureusement Ouais, convaincu. Je le regrette parce que c'est pas le souvenir que j'avais enfant, de l'OTAN, voilà. Mais ouais, la vie adulte m'a fait évoluer. ouais, Voilà. tout à fait. Écoutez, un dernier petit mot de ma part, j'ai été interviewé sur cette chaîne, mais sur la version anglophone, par Pascal Lotin, qui est le patron de la chaîne. Ouais. J'ai fait une interview au mois de il y a quelques semaines, j'ai plus la date exacte. Et de temps en temps, j'ai des invitations ici ou là. Bon, pas tant que ça, mais de temps en temps, ça m'arrive, voilà. En tout cas, merci encore pour votre disponibilité et Mais je vous en prie. j'espère C'était un plaisir. à bientôt sur À la chaîne. bientôt. On reste en contact. Merci. C'est très bien. À Au bientôt. revoir. Au revoir.